Bonsoir à tous et bienvenue. Les hôpitaux, un endroit où la vie commence, où la vie se termine, et tout ce qu'il y a entre les deux. Rejoignez-moi ce soir pour ces histoires glaçantes, car il est temps de s'installer confortablement. Et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. C'était un mardi, mais l'un de ces mardis indiscernables, sans rien de remarquable. Juste un autre jour gris et humide à Rochester. Royaume-Uni, pas New York. Ce matin-là, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai sorti l'échelle, rempli un seau et décidé de faire le travail que j'avais l'intention de faire depuis très longtemps et que personne d'autre dans ma famille ne voulait faire. Nettoyer les fenêtres. Elles étaient pratiquement devenues opaques à force d'années de crasse et je détestais regarder à travers ces vitres sales qui rendaient les journées encore plus grises. Il fallait le faire. J'avais à peine commencé, l'éponge à la main, un pied près du dernier barreau, quand mon téléphone a sonné. Bien sûr, il était en équilibre précaire dans la poche de ma veste, et instinctivement, stupidement, j'ai essayé de l'attraper. La seconde d'après, je perds l'équilibre et j'atterris, le bras en premier sur le sol, le ciel tournant au-dessus de moi, et une douleur blanche et brûlante irradiant de mon bras gauche. Mon téléphone était tombé à quelques centimètres de mon visage. Il sonnait encore. J'ai été emmené à l'hôpital général de Rochester. Je n'y étais jamais entré auparavant, même si j'étais passé devant son extérieur brutaliste des milliers de fois. Ça ressemblait à quelque chose d'une autre époque, et je suppose que c'était le cas, laid d'une manière qui semblait délibérée. Je ne l'avais jamais aimé. Quand ils m'ont fait entrer, j'ai remarqué à quel point les portes automatiques s'ouvraient avec une lenteur maladive, comme si le bâtiment lui-même hésitait à m'accueillir. Et les odeurs m'ont frappé, cette senteur aigre et plastique de sueur et d'antiseptique qui ne quitte jamais vraiment les vieux hôpitaux. Le sol en linoléum était fissuré et décoloré. Les lumières au plafond bourdonnaient avec un léger scintillement, projetant des ombres jaunâtres qui s'accrochaient au coin. J'avais l'impression que tout l'endroit avait été oublié par le temps, comme s'il ne voulait pas être rappelé. Après les radiographies et la réduction maladroite et douloureuse de l'os, ils m'ont donné une chambre privée crasseuse au 3e étage. J'étais épuisé, j'avais mal et je voulais juste dormir. La télé était allumée quand ils m'ont amené, des rediffusions des infos locales passaient tant pour personne. J'ai tâtonné avec la télécommande et l'ai éteinte. Silence. Il faisait sombre à ce moment-là et tout ce que je voulais, c'était dormir. Ça avait probablement été l'une des pires journées de ma vie, et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un bébé pleurait, doucement et au loin, un peu étouffé. Ce n'est pas arrivé d'un coup, c'est apparu puis disparu, comme si ça traversait des murs détrempés, et une voix de femme, à peine plus forte qu'un murmure, chute le genre de voix qu'on utilise pour apaiser son bébé et l'endormir. Mais quelque chose là-dedans me mettait mal à l'aise. Ça s'arrêtait, puis quelques minutes plus tard, ça recommençait, parfois plus près, parfois plus loin. Le rythme rendait la chose pire, comme si ça faisait les 100 pas, comme s'ils tournaient autour du service, et pour tout ce que j'en savais, c'était peut-être le cas. Au bout d'environ une demi-heure de cela, j'ai appuyé sur le bouton d'appel, ce qui, je précise, était extrêmement difficile avec ma seule main valide, et une infirmière à l'air fatiguée, en tenue verte, est entrée. J'ai demandé si quelqu'un avait amené un bébé la nuit, comme une jeune mère en convalescence. Elle a secoué la tête. Pas de bébé dans ce service, cet étage est surtout pour les auteurs et la convalescence, mais je vais jeter un œil si ça peut aider. Elle est partie et j'étais de nouveau seul, et les pleurs ont recommencé avant même qu'elle n'ait atteint le bout du couloir. Plus proche cette fois. Peut-être qu'elle était dans ce passage. Ma peau est devenue froide, et j'ai enfoncé mon dos plus profondément dans le matelas grinçant de l'hôpital, en fixant la liste au plafond. Finalement, l'infirmière est revenue. « Rien, ma chérie, j'ai vérifié tout le service. Personne dans les chambres latérales. Tu as sûrement entendu un bruit venant d'un autre étage. Les vieux immeubles ont une acoustique étrange. » Elle m'a souri comme si c'était censé me réconforter. Ça n'a pas fonctionné, mais j'ai quand même acquiescé. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai rallumé la télé pour avoir un bruit de fond et je me suis laissé glisser dans un sommeil léger sous l'effet des médicaments. Les pleurs ne sont pas revenus. Quelques jours plus tard, j'ai pu sortir et la vie a repris son cours. Les années ont passé. J'avais presque tout oublié jusqu'à un après-midi lors de l'anniversaire de ma nièce.
Ma belle-sœur a mentionné qu'elle avait été mutée à l'hôpital général de Rochester. Elle est aussi infirmière en personnel flottant. Et quand je lui ai demandé si elle avait aimé y travailler, elle a hésité. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de rester, que quelque chose dans cet endroit la mettait mal à l'aise. Je ne lui en voulais pas. Ça faisait un moment que je n'y étais pas allé. Mais moi non plus. Je n'aurais pas envie de travailler dans un endroit aussi sombre et délabré. Et après 2 bières et quelques questions discrètes, elle s'est penchée vers moi et a presque chuchoté « Je crois que c'est hanté ». Elle rit nerveusement, mais sans réelle trace d'humour. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, anticipant les histoires d'hôpital habituelles, mais sa réponse m'a complètement figé. C'est son fantôme. Il l'appelle la femme du silence. C'est une patiente d'il y a des années. Dépression postpartum sévère. Même la sarcosis, elle a étouffé son bébé. Ensuite, elle s'est suicidée au 3e étage. Je pense qu'elle est toujours là-bas. Les gens entendent un bébé pleurer et sa voix qui lui dit de se taire. Je n'ai pas dit un mot. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je lui ai demandé nonchalamment dans quel service elle travaillait. Elle a montré sur le planning des gardes de son téléphone, 3e étage, chambre 312. C'était ma chambre. Le monde a semblé s'écrouler sous mes pieds. J'ai eu l'impression d'être à nouveau sur cette échelle, à un pas de tomber. Nous n'en avons plus reparlé ce soir-là. Mais parfois, quand je passe en voiture devant ce monolithe gris qu'est l'hôpital, je jurerais sentir quelque chose bouger derrière les fenêtres, comme si l'endroit me regardait et se souvenait de moi. Et je ne sais toujours pas ce que j'ai entendu cette nuit-là. Mais je sais que d'autres l'ont entendu aussi, et je regrette presque d'avoir entendu son histoire parce que ça ne m'aurait pas laissé aussi terrifié. C'est l'histoire de ma mère, et c'est l'une des personnes les plus terre-à-terre et pragmatiques que je connaisse. Elle a travaillé pendant des années comme infirmière de nuit dans un petit hôpital très ancien en Écosse. Au fil des années passées là-bas, elle disait que l'hôpital avait une présence, quelques fantômes en fait, mais un en particulier se démarquait, un dont toutes les infirmières étaient au courant. Elle l'appelait la petite fille en robe de chambre rouge. Elle avait les cheveux blonds et la peau pâle, et elle apparaissait au pied du lit d'un patient au beau milieu de la nuit. Toujours silencieusement, jamais brusquement, et toujours comme si elle avait été là depuis le début. D'après maman, elle n'était pas effrayante. Elle ne parlait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Elle se retournait simplement et quittait la pièce en disparaissant dans le couloir. À chaque fois, les patients qui la voyaient appuyaient entre billets sur le bouton d'appel et disaient à ma mère « Il y a une petite fille hors de son lit, elle a accouru dans le couloir ». Ils ne savaient jamais vraiment ce qu'ils avaient vu. Et ma mère, comme le reste du personnel, disait toujours la même chose. « Merci de l'avoir signalé, je vais la chercher ». Mais aucune des infirmières ne regardait jamais, parce qu'elle connaissait toute la vérité. Si tu voyais la fille en robe de chambre rouge, ça voulait dire que tu allais mourir. Toujours dans la journée, parfois même cette nuit-là. Cela se produisait constamment, avec divers patients et services. La même fille, le même schéma. Si tu voyais la fille, ton temps était compté. Elle n'apparaissait ni aux infirmières, ni aux visiteurs. Seulement à ceux qui étaient en train de mourir. Ma mère a affirmé qu'elle n'a jamais semblé cruelle et n'a jamais tenté d'effrayer personne. En fait, elle paraissait presque douce, comme si elle avait une mission. Elle faisait simplement son travail. Ma mère a toujours cru que la jeune fille était une sorte de guide, un esprit qui connaissait le chemin et que c'était son rôle de montrer la voie aux autres. Quoi qu'elle ait été, elle ne restait jamais longtemps, mais elle ne se trompait jamais. Donc, si jamais vous êtes allongé dans un lit d'hôpital tard dans la nuit et que vous voyez une petite fille blonde en robe de chambre rouge debout à vos côtés, ne la suivez pas. J'ai subi une opération à cœur ouvert. Je ne m'attendais pas à ce que cela change ma vie de manière sans rapport avec la médecine. Je me souviens d'être allongé en soins intensifs, à peine conscient, avec un tube respiratoire dans la gorge. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est de l'infirmier qui était resté à mes côtés, réconfortant, calme, rassurant. Sa présence m'a aidé à traverser la partie la plus difficile de la convalescence. Mais voici le rebondissement. Il n'y avait pas d'infirmier. Aucun membre du personnel ne correspondait à la description et personne ne savait de qui je parlais.
Les choses sont devenues encore plus étranges quand j'ai été transféré en soins spéciaux. C'est là que je l'ai vue, une ombre noire qui traînait dans le coin de ma chambre d'hôpital. Elle ne bougeait pas, je faisais que regarder. J'étais paralysé par la peur. Puis quelque chose d'autre est apparu. Une forme translucide et lumineuse s'est élevée au pied de mon lit. Était-ce un ange ? Et sans hésiter, la silhouette s'est précipitée sur l'ombre et l'a chassée de la pièce. Les infirmières n'ont pas semblé surprises quand je leur en ai parlé. L'une d'elles a simplement dit qu'il n'était pas rare, après une opération à cœur ouvert, que certains patients voient des beaux sangs, descendent des choses. Même mon chirurgien m'avait prévenu à l'avance. Vous pourriez avoir l'impression de flotter au-dessus de votre corps, ne soyez pas alarmés. Mais ma lutte n'était pas finie. Une fois rentré chez moi, une infirmière à domicile négligente, qui manifestement ne s'était pas lavé les mains après être allée aux toilettes, m'a infecté avec E. coli. Je me suis retrouvé de nouveau à l'hôpital à lutter pour ma vie. Sans l'intervention rapide du chirurgien cardiaque. Encore, je ne pourrais pas raconter cette histoire aujourd'hui. Et pendant ce deuxième jour, les choses sont devenues encore plus étranges. Le téléphone de mon mari, bien que complètement chargé, se déchargeait entièrement en quelques minutes après être entré dans ma chambre d'hôpital, sans explication. Aucune solution. Juste éteint. Je lui ai donc demandé mon enregistreur vocal. À 3h du matin, dans le silence total de ma chambre d'hôpital, j'ai commencé une séance d'électrophonique voix paranormale et j'ai demandé à haute voix « Qui est-ce qui est là ? Qui es-tu » Et à la réécoute, aussi clairement que le jour, une voix féminine douce a répondu « Je suis une patiente, tout comme toi, Daisy. » La nuit suivante, encore une fois, qui est avec moi ? Et cette fois, j'ai immédiatement reconnu la voix. C'est grand-mère, Daisy. Un frisson m'a traversé, mais ce n'était pas de la peur, c'était de la paix. À ce moment-là, j'ai su que j'allais m'en sortir et je l'ai fait. Plus tôt cette année, je me suis assis auprès de mon père alors qu'il est décédé dans un centre de soins palliatifs. J'avais passé la première partie de la journée avec lui, puis je suis rentré chez moi pour reprendre ma routine du soir. Plus tard ce soir-là, on m'a appelé. Il montrait des signes. C'était le moment. Ma fille et moi sommes allés nous asseoir avec lui. Elle a pris le premier tour de garde, me permettant de me reposer dans un fauteuil près de son lit. Vers 1 ou 2 heures du matin, nous avons échangé et je l'ai regardé dormir assis à ses côtés. Ma fille s'est allongée sur la banquette-lit dans le coin et le fauteuil inclinable est resté vide. Il y a une chose essentielle que vous devez savoir sur mon père. Il était déjà mort auparavant. Enfant, il a eu une appendicite. Vivant sur une île, il a été transporté en bateau jusqu'au continent, dans un petit hôpital rural, à un trajet de plusieurs heures. Il a fait un arrêt sur la table d'opération, se souvenant flotter au-dessus de son corps, regardant la scène. Il a ressenti de la tristesse en réalisant qu'il était mort. Il a vu l'infirmière faire tomber le scalpel qu'elle tendait au médecin, qui lui a crié dessus. Il s'est réveillé en salle de réveil. Sa mère a confirmé « On t'a presque perdu ». Et oui, l'infirmière a bien laissé tomber le scalpel et le médecin a bien crié. Il n'avait aucun moyen de savoir ces choses si cela n'était pas vraiment arrivé. Revenons donc à cette nuit, des décennies plus tard, dans la chambre de l'hospice. Je me suis assis à côté de son lit. C'était calme et paisible. J'ai vu quelque chose 1 heure avant son départ. Le fauteuil inclinable, le fauteuil vide, n'était plus vide. J'ai vu mon père assis dedans, clairement et calmement, me regarder pendant que je le regardais. Il n'a rien dit. Il était assis là, m'observant calmement, comme s'habituant à l'inévitable. Je lui ai parlé, je lui ai été rappelé ce qu'il avait traversé. Et ce n'était pas quelque chose d'inconnu pour lui. « Tu as déjà fait ça » ai-je chuchoté, « et tu es revenu. Mais maintenant tu as vécu une vie pleine et belle. C'est d'accord de partir. » La vision s'est estompée et juste avant 5 heures du matin, il est mort paisiblement et le fauteuil était à nouveau vide. Je ne me suis jamais vraiment considéré comme quelqu'un qui croit au surnaturel, du moins pas au sens traditionnel. Je suis pratiquant païen depuis 3 décennies et j'ai tendance à rester assez terre-à-terre quand il s'agit de phénomènes inexpliqués. Mais au cours des 5 années où j'ai travaillé dans une maison de retraite, en particulier dans l'aile de la résidence assistée,
Quelque chose a changé. La plupart de ce que j'ai vécu n'était pas terrifiant comme dans un film d'horreur hollywoodien. C'était silencieux, subtil et bien plus difficile à oublier. Tard un soir, j'étais seul à terminer dans la salle à manger. Le couloir près de moi formait un angle en L, une longue partie tournant brusquement à gauche vers une autre. J'étais près du coude quand une porte à environ 4 mètres de moi s'est lentement ouverte en grinçant. Il n'y avait personne. Je pouvais voir à travers la vitre de la porte et il n'y avait rien, pas une ombre, pas un mouvement. J'ai tenté d'en rire, marmonnant pour moi-même « Non, pas maintenant, mec », essayant d'ignorer ça comme si ce n'était que le bâtiment qui travaillait. Jusqu'à ce que les portes, comme si elles me répondaient, commencent à se refermer lentement. C'est à ce moment-là que j'ai couru vers elles. Ma première pensée a été que quelqu'un me faisait une blague, peut-être accroupi juste sous la fenêtre. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Pas de pied, pas de mouvement furtif, aucun signe de farce. Juste le silence. Ce n'était pas la seule chose qui s'est passée. J'ai commencé à remarquer un schéma de petits détails à la limite de la perception. Un mouvement du coin de l'œil qui disparaissait dès que je tournais la tête. Des objets bougeaient imperceptiblement sans que personne ne les ait touchés. Des murmures d'une présence qui voulait être ressentie, pas vue. Mais le plus étrange, cela se produisait toujours peu avant un décès. J'ai commencé à ressentir quelque chose, pas seulement une présence, mais un rôle, comme un être invisible qui passait là pour guider quelqu'un hors de ce monde. Je les appelais des psychopompes. Des esprits dont le rôle était de transporter les âmes de l'autre côté. Je ne les ai jamais vus de face, seulement du coin de l'œil, mais je savais quand ils étaient là parce que cela signifiait toujours la même chose. Le temps de quelqu'un était écoulé, et en quelques heures, peut-être le même jour, ce patient partirait. Mes collègues l'ont remarqué aussi, mais ils étaient très terrifiés. Certains juraient avoir vu des silhouettes m'en traverser le couloir, ou des objets t'en glisser sur les comptoirs sans être touchés. L'un d'eux a même refusé d'aller seul dans un certain couloir. Ils ne comprenaient pas pourquoi je pouvais rester aussi calme, car je ne réagissais jamais comme eux. Mais la vérité, c'est que je ne ressentais pas de peur. Je ressentais du chagrin, de la tristesse, comme si ce qui traversait le bâtiment n'était pas là pour tourmenter qui que ce soit, mais pour aider. Pourtant, la porte me hante encore, non pas parce qu'elle a bougé, mais parce qu'elle a écouté. Et dans un endroit où la mort survient chaque semaine, quelque chose qui écoute, qui sait, qui bouge quand on parle, c'est suffisant pour troubler même moi. Je travaille de nuit en permanence, ça fait 15 ans maintenant. Et pendant tout ce temps, il n'y a qu'une seule chose que je ne peux vraiment pas expliquer. C'était une nuit de travail comme les autres. Vers 2 heures du matin, je faisais les contrôles de routine des patients avec 2 autres membres du personnel. Nous étions dans une chambre à 4 lits, un moment calme et paisible, comme d'habitude. Nous étions dans la chambre depuis environ 10 minutes. Nous venions de finir et nous allions sortir quand nous avons entendu quelque chose. Un bruit de coups. Ça venait du coin le plus proche de la porte. En nous retournant, nous l'avons aperçu. L'une des grandes poubelles à pédales, du genre où il faut appuyer avec le pied pour que le couvercle s'ouvre, bougeait. Le couvercle se soulevait et retombait constamment, comme si quelqu'un appuyait sans arrêt sur la pédale. Mais voilà le truc, il n'y avait personne à côté. Rien ne touchait la pédale, et il y avait un oreiller posé directement sur la poubelle, l'empêchant de s'ouvrir complètement, et pourtant, elle continuait à claquer bruyamment et de façon délibérée. Nous sommes restés tous les 3 figés, à regarder la poubelle essayer de s'ouvrir toute seule. Après quelques secondes de ce rythme, j'ai avancé et retiré l'oreiller. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Nous avons regardé dans la poubelle presque vide, qui ne contenait que quelques serviettes en papier au fond. Rien qui aurait pu la pousser de l'intérieur, rien qui aurait dû pouvoir la faire bouger tout court. Nous n'étions pas près d'elle quand l'oreiller, resté là tout ce temps, s'est soudainement animé après 10 minutes dans cette pièce. Cette pièce avait une réputation. C'est l'une des salles réputées hantées. J'y ai travaillé de nuit pendant 15 ans sans autre incident. Juste ça. Et j'aimerais en connaître la cause. Je travaille dans un centre de rééducation pour la drogue et l'alcool.
C'est un programme de 30 jours avec une unité de désintoxication pour les premiers jours difficiles. Je suis ici depuis un peu plus d'1 an maintenant, assez longtemps pour savoir qu'il y a quelque chose d'étrange dans cet endroit. Avant d'être un centre de désintoxication, c'était une garderie. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Mais quoi qu'il se soit passé entre ces deux époques, ça a laissé quelque chose derrière. Je travaillais de nuit en semaine. Ça voulait dire que j'étais là quand tout le monde dormait. Juste moi, le silence et les couloirs sombres. Il y a ce couloir précis qui mène au dortoir des garçons. À mi-chemin se trouve une porte. Pas de porte, juste un encadrement découpé dans le mur. Chaque fois que je passais devant, j'avais l'impression que quelqu'un se tenait juste à ma droite, pas derrière, pas devant, juste sur le côté, comme s'il attendait que je le remarque. Cette sensation a disparu après quelques mois, mais je ne l'ai jamais oubliée. Maintenant, la chose la plus étrange à propos de cet endroit, ce n'est même pas ce que j'ai vu, c'est ce que d'autres ont décrit. Des patients, du personnel, des gens qui ne se connaissent pas racontent tous la même histoire à propos de l'homme ombre avec un chapeau. On ne parle pas de lui aux patients. Ce n'est pas une de ces blagues internes ou histoires qu'on raconte pour faire peur aux gens. Les descriptions arrivent aléatoirement, séparées de plusieurs mois. Puis, soudainement, quelqu'un en sevrage dira avoir vu un homme dans la chambre avec lui. Une ombre. Qui observe. Il porte toujours un chapeau. Pas une casquette. Quelque chose de plus ancien, à large bord. Toujours sombre. Toujours silencieux. Et toujours disparu au second regard. Je ne l'ai jamais vu en entier, juste des fragments. Des mouvements furtifs aperçus dehors par la fenêtre, alors que tous sont à l'intérieur. Le genre de choses qu'on questionne aussitôt, mais qu'on n'oublie jamais. Et puis bon, il y a les portes. Notre unité de désintoxication a un patio avec de lourdes portes doubles, épaisses et solides. Elle ne bouge même pas toute seule. Mais je les ai vues s'ouvrir violemment comme si quelqu'un les avait défoncées à toute vitesse. Mais bien sûr, il n'y avait jamais personne. Ce n'était pas le vent, c'est impossible. Les portes sont trop lourdes pour ça. Un autre membre du personnel, qui n'est plus ici maintenant, m'a raconté qu'il avait vu quelqu'un jeter un coup d'œil au coin du même couloir, celui avec juste l'embrasure de la porte. Ils ont dit que c'était un homme, pâle, pas impatient. Il n'a pas prononcé un mot. Il a simplement regardé puis s'est replié derrière le coin, comme s'il ne voulait pas être vu. Mais voici ce qui me marque le plus. Dans l'espace fumeur, nous avons ce jardin de pierre. Chaque fois que quelqu'un termine les 30 jours de sevrage, il peut choisir une des pierres ordinaires et la peindre comme il veut. Un nom, un symbole, une citation. C'est censé rappeler d'où ils viennent et le chemin parcouru. Mais la plupart n'y arrivent pas. Ils rechutent ou font une overdose. Ces pierres, c'est un cimetière. Chaque pierre peinte là-bas pourrait représenter quelqu'un que nous avons déjà perdu. Et je me demande si ce n'est pas pour ça que l'homme de l'ombre revient sans cesse. Peut-être qu'il est l'un d'eux, ou peut-être qu'il attend de voir si le prochain va échouer. Quand j'ai commencé à l'hôpital général de Kolstede, je pensais que le pire dans ce travail serait le matériel obsolète ou les longues gardes hivernales dans l'obscurité. L'hôpital niché à la périphérie d'une paisible ville écossaise avait l'air d'un bâtiment qui aurait dû être démoli il y a des décennies. Des briques rouges délavées, du lierre rampant sur les murs extérieurs, des fenêtres qui semblaient ne pas avoir été nettoyées depuis les années 70. L'intérieur n'était pas mieux. Des lumières fluorescentes faibles qui clignotaient quand le vent soufflait, un vieux lino au sol avec des empreintes permanentes gravées dans sa surface, et un bourdonnement constant provenant de quelque chose dans les murs qu'aucun de nous ne pouvait identifier. Tout dans cet endroit semblait fatigué, fané. Mais j'avais besoin de ce boulot, et le staff était plutôt sympa. Beaucoup des infirmières plus âgées y travaillaient depuis des années, du genre à avoir des histoires sur chaque couloir, chaque chambre de patient, et des taches bizarres semant sur les murs qui ne partaient crâne tout simplement jamais. Au bout d'1 mois environ, je revenais de la réserve quand j'ai trouvé un petit groupe d'infirmières regroupées pour à la station, chuchotant d'une manière à moitié en plaisantant, à moitié très sérieuse, comme les gens le font quand quelque chose les a vraiment troublées. Elles m'ont regardé avec surprise quand je me suis approché. « Qu'y a-t-il » ai-je demandé en riant. « On dirait que vous avez vu un fantôme. » Morag, une infirmière principale, m'a regardé. La file de l'ombre est de retour. File de l'ombre, est-ce un groupe ou un truc dans le genre ?
Mais ils n'ont pas ri. L'une d'elles a chuchoté une prière. Morag se pencha légèrement, la voix basse. On raconte que c'est l'esprit d'une fillette décédée ici. Personne ne sait vraiment quand ni comment. Certains disent que c'était la tuberculose. D'autres pensent qu'elle est simplement tombée dans la cage d'escalier de service il y a des années, mais elle n'est jamais partie. Elle fait des farces et apparaît occasionnellement, surtout quand quelqu'un est sur le point de partir. J'ai ricané. Laisse-moi deviner, elle porte du blanc et traîne un ours en peluche. Morag ne sourit pas. Elle ne porte pas de blanc, elle est juste des ombres. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Mais tout le monde connaît la fille. Tu verras. Je n'y ai pas trop pensé au début. Jusqu'à 2 semaines plus tard. J'étais de garde de nuit, c'était calme, juste quelques patients en post-opératoire et des patients en soins palliatifs. Je marchais dans l'aile nord en vérifiant les constantes, mon dossier à la main en pensant à quel point mes jambes étaient un peu fatiguées. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Paf! Le porte-bloc de l'extérieur de la chambre 218 a volé, et je veux dire vraiment volé de son crochet, et a frappé violemment le mur opposé. Les papiers se sont éparpillés comme des oiseaux effrayés, et je suis resté figé. Le couloir était désert, personne n'était présent. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je me suis approché doucement, m'attendant presque à surgir en criant « Bouh !» Mais il n'y avait rien. J'ai vérifié le crochet, la porte et les plafonds pour des fils, cordes ou autre chose suspecte. Mais il n'y avait rien. Qu'est-ce que je pouvais dire? Le pire, personne n'était là pour témoigner. Quelques semaines ont passé, aucun autre incident, et je me suis convaincu que c'était la gravité ou une étrange rafale de vent dans les conduits d'aération. Un de ces trucs-là. Jusqu'à la nuit où je suis sorti fumer. Il était plus de 2 heures du matin. Le parking était vide, seulement quelques lampadaires bourdonnaient au-dessus de moi. L'hôpital se dressait derrière moi comme une bête endormie. J'ai fini ma cigarette, j'ai soupiré et je suis rentré, frappant mes bottes pour chasser le froid. Et c'est là que je l'ai vue, une enfant de 7 ou 8 ans marchant pieds nus dans un couloir interdit, à quelques pas devant moi, sa silhouette partiellement perdue dans l'ombre. Pas de manteau, pas de chaussures, juste une silhouette sombre avançant délibérément vers l'escalier de service. « Hé !» ai-je crié en me mettant à trottiner, « tu ne peux pas être ici. » Elle a tourné au coin. Je l'ai suivie aussitôt, le cœur palpitant. Le couloir se terminait par la cage d'escalier et une vieille baie d'ascenseur. Des portes qui nécessitaient une carte magnétique pour l'accès. Je l'ai atteint en moins de 3 secondes, et il n'y avait personne. Aucun bruit. J'ai essayé la porte de la cage d'escalier, elle était toujours verrouillée. J'ai passé mon badge et j'ai vérifié la cage d'escalier jusqu'à l'étage inférieur. Rien. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue 1 mois après. Monsieur Faulkner, un homme doux mais affaibli d'une faim de 80 ans, était en soins palliatifs. Nous savions tous qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Mais il était lucide, gentil, et demandait toujours comment se passaient nos journées. Cette nuit-là, j'étais avec lui pendant ces dernières heures. Il ne cessait de jeter des coups d'œil vers la chaise dans le coin de la pièce, pas d'une manière effrayée, mais plutôt intriguée, comme s'il observait quelque chose de curieux. « Comment allez-vous, monsieur Faulkner » ai-je demandé doucement. Il m'a regardé avec des yeux vitreux et a chuchoté. « Pouvez-vous lui dire d'arrêter de bouger les jambes comme ça ?» Je me suis tourné lentement. Il n'y avait personne sur la chaise. Ses jambes, elle les balance, elle frappe le dessous du siège. Je me suis approché. La chaise était totalement immobile. Aucune marque sur le coussin, rien du tout. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste souri et hoché la tête. Je vais lui parler. Il a regardé au-delà de moi et a souri, ses yeux suivant quelque chose d'invisible. Et puis il a dit « C'est bon, elle est partie maintenant. » Et peu de temps après, il est décédé. Cette nuit-là, je me suis assis dans la salle de repos avec Anna, une autre infirmière que j'avais appris à bien connaître, et je lui ai tout raconté. Tout. Je m'attendais à ce qu'elle rie, qu'elle me dise que j'étais trop fatigué ou que je perdais la tête. Au lieu de cela, elle a hoché la tête lentement et a dit « Nous l'avons tous vue.
elle fait juste partie de l'endroit. N'ayez pas peur. Elle ne fait de mal à personne, aimant juste attirer l'attention. Mais pourquoi ici ? Anna a haussé les épaules. Peut-être est-elle seule, ignorant son départ, l'hôpital étant son dernier refuge. Je ne pense pas qu'elle veuille nuire. Ne fais pas attention à elle. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je n'arrivais pas à me défaire de l'image de sa silhouette sombre, disparaissant dans le couloir, de la cage d'escalier vide, du dossier projeté comme s'il avait été arraché par des mains invisibles, et du vieil homme souriant dans le vide. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'hôpital général de Kolstad fermera bientôt, sera démoli et remplacé par quelque chose de plus neuf, plus propre et plus lumineux. Mais je me demande si elle partira. Je pense encore à elle parfois, me demandant si elle observe depuis les coins, attendant que quelqu'un la voie. Et il y a eu des moments où quelqu'un laisse tomber son clipboard par terre, où j'entends une chaise grincer pendant que je travaille, et je me demande si elle joue encore. J'étais mort 2 fois après avoir été percuté de plein fouet par un conducteur ivre en allant au travail à 7h30 du matin. Mon corps était gravement endommagé et, même si j'étais terrifié pour ma vie, ma plus grande peur n'était pas l'étendue des dégâts. C'était l'idée qu'il me rase la tête à cause de la profonde entaille qui partait du coin de mon œil gauche jusqu'au sommet de mon crâne. J'avais de longs et beaux cheveux et je ne pouvais pas supporter l'idée qu'on me les rase. Par chance, mon chirurgien plasticien exceptionnel a sauvé mes cheveux, mais leur état était une autre histoire. Ils étaient emmêlés et incrustés de sang séché, tellement répugnants que je les supportais à peine. Mais la véritable horreur, ce n'était pas seulement l'état de mon corps, c'était d'être piégé dans le lit de soins intensifs avec un esprit clair, incapable de faire quoi que ce soit, incapable de bouger, et entouré par l'air stérile et sans vie de l'unité de soins intensifs. Il n'y a rien de pire que d'être éveillé, conscient, et pleinement lucide de son corps brisé, mais sans rien pouvoir faire d'autre que de fixer le plafond. À l'époque, il n'y avait pas de téléviseur aux soins intensifs pour se distraire. Le silence et l'isolement ne faisaient qu'accentuer mon sentiment de désespoir. Une nuit, vers 3h du matin, alors que tout était étrangement calme et silencieux, une des infirmières est entrée. Elle avait une sorte de calme presque surnaturel et elle portait tout le nécessaire pour me laver les cheveux. Elle m'a dit qu'elle allait nettoyer le sang car cela faisait déjà longtemps. J'étais plus reconnaissant qu'elle ne pouvait l'imaginer. Sa présence était apaisante, comme si elle était devenue me réconforter à cet instant précis. C'est difficile à expliquer, mais la façon dont elle travaillait, avec tant d'efficacité et de douceur à la fois, c'était presque comme un rituel. Je ne comprends toujours pas comment elle a réussi à m'empêcher d'être trempé et comment le sol est resté sec. Si j'avais lavé mes propres cheveux, la pièce aurait déjà été inondée. Nous avons discuté de tout et de rien pendant le processus, et elle m'a dit qu'elle travaillait surtout les soirs de week-end, mais après toutes ces années, j'ai oublié son nom. Je n'oublierai jamais son visage pourtant, jamais la sérénité de son attitude, ni la façon dont elle me regardait comme si elle avait tout le temps du monde. Sa présence m'a apporté un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis l'accident. Plusieurs mois plus tard, j'ai repris le travail en boitant. J'ai commencé à faire des allers-retours réguliers près de l'unité de soins intensifs pour mon travail en histologie. Et j'espérais toujours la croiser pour pouvoir la remercier, juste pour lui faire savoir à quel point sa gentillesse avait compté pour moi pendant cette période sombre, mais je ne l'ai jamais revue. J'ai passé la tête à travers les portes de l'unité de soins intensifs d'innombrables fois en espérant l'apercevoir, mais elle était toujours absente. J'ai même laissé une carte de remerciement au poste des infirmières, et des semaines ont passé, la carte était toujours là. Je me suis dit que je m'étais peut-être trompé de nom. Alors j'ai demandé aux infirmières si elle la connaissait, et je l'ai décrite du mieux que je pouvais. Son visage, sa voix calme, mais personne ne savait qui elle était. Je devais absolument retrouver cette personne pour la remercier, ça me rendait fou. Alors j'ai demandé de l'aide à mon père. Il travaillait de nuit comme chef d'équipe de la sécurité et tout le monde l'appréciait. Connaissant très bien le personnel de l'hôpital, je pensais qu'il pourrait la retrouver, mais en vain. Les surveillantes infirmières, perplexes, étaient impatientes de retrouver l'infirmière qui s'était surpassée pour impatient. Elles ont demandé aux infirmières de qui travaillaient eux cette nuit-là si l'une d'entre elles se souvenait m'avoir lavé les cheveux, mais aucune ne s'en souvenait.
Elles ont dit qu'il était presque impossible de faire cela, étant donné à quel point l'unité de soins intensifs était agitée, avec le personnel surveillant constamment les patients. Mes cheveux stéro pourtant propres, ce n'était pas une simple infirmière de passage. L'unité de soins intensifs est une zone sécurisée, personne ne peut simplement y entrer. L'origine de l'événement restait inexpliquée. À ce moment-là, la seule explication que je pouvais imaginer était qu'elle devait être plus qu'une simple infirmière. Je ne sais pas si elle était réelle ou si elle était un ange gardien sous forme humaine, mais je sais que le réconfort qu'elle m'a apporté allait bien au-delà du physique. C'était comme un moment de paix au milieu du chaos, quelque chose qui dépassait le cadre de la compréhension ordinaire. Alors où qu'elle soit, j'espère qu'elle sait à quel point sa gentillesse a compté pour moi. Depuis, j'essaie de transmettre ce réconfort aux autres. C'est peut-être ma façon de la remercier, de répandre la paix qu'elle m'a donnée. Je ne croyais pas aux anges auparavant. Je ne croyais que ce que je pouvais voir et comprendre. Mais maintenant, j'y crois. Je pense qu'il y a plus dans ce monde que ce dont la plupart d'entre nous sont conscients. Parfois, nous entrevoyons cet autre côté. Des instants inexplicables par la logique, mais que nous ressentons profondément. Et peut-être que c'est ça, la véritable expérience paranormale, quand le monde se plie d'une manière que nous ne pouvons pas vraiment comprendre, mais qui nous laisse un sentiment d'émerveillement et de stupéfaction. Je ne sais pas si ce qui m'est arrivé était vraiment paranormal, mais je sais que c'était extraordinaire et chaque jour, je lui en suis reconnaissant. Quand on travaille de nuit aux urgences, on s'habitue à des patients étranges, à des horaires bizarres et à une sorte d'épuisement permanent qui émousse vos instincts. Mais une partie de l'hôpital ne devint jamais vraiment une routine pour moi. La partie arrière des urgences. Il n'était pas rare que nous fermions cette zone lors des nuits plus calmes. Moins de patients signifiait moins de salles ouvertes. Elle était à l'écart, isolée du flux principal. L'une de ces salles, la salle 35, avait un but très précis. C'est là que nous placions les patients décédés, en attendant que la morgue ou les pompes funèbres viennent les récupérer. C'était aussi privé que possible dans un lieu comme le nôtre, ce qui comptait pour des raisons évidentes. Je n'ai jamais aimé me retrouver seul là-bas, et surtout pas dans la chambre 35. Une nuit, je réapprovisionnais les fournitures dans cette même chambre. Il était tard, les urgences ont été au calme, et j'étais le seul dans l'aile arrière. Je venais juste de ranger un plateau de compresses quand, du coin de l'œil, j'ai vu un homme passer devant la porte ouverte. Je me suis figé. D'après ce bref aperçu, il avait l'air réel, grand, les cheveux foncés, marchant d'un pas décidé, comme s'il savait où il allait. Le seul problème, c'est qu'il se dirigeait vers une porte réservée au personnel qu'il fallait un badge pour ouvrir. Je me suis penché dans le couloir pour le guider. Mais il n'y avait personne. Je suis resté debout dans le couloir, regardant des deux côtés, attendant un mouvement, un bruit, n'importe quoi. Mais c'était complètement silencieux. Mon estomac s'est noué. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, du cerveau en mode nuit, et je me suis dit que j'avais des hallucinations, mais j'ai quand même attrapé mon chariot et je me suis tiré de là. Moins de 5 minutes plus tard, les urgences ont été secouées par un cri. L'une de nos infirmières était allée dans l'arrière-salle pour prendre une couverture ou quelque chose comme ça, et elle a déboulé en courant dans le couloir comme si quelqu'un la poursuivait. Elle était blême et clairement émue. Elle nous a dit qu'elle avait aperçu quelqu'un du coin de l'œil, et quand elle s'est retournée, elle a senti une main saisir fermement son épaule, comme si quelqu'un allait la faire pivoter. Elle a crié pensant que quelqu'un était juste derrière elle. Mais elle était seule. Nous avons visionné les images de sécurité de cette aile plusieurs fois, mais il n'y avait rien. Aucun homme, aucune ombre, aucune silhouette ne marchait dans le couloir. Mais la réaction de l'infirmière, la panique pure sur son visage, était indéniable. On ne peut pas simuler ça. Je lui ai parlé de ma propre rencontre, comment j'ai vu un homme passer juste avant elle. Nous avons comparé les détails. J'avais eu un bref aperçu périphérique de lui. Grand, cheveux foncés. Cela correspondait davantage à ses émotions qu'à sa perception visuelle, nous donnant la chair de poule. Les infirmières des urgences comptent parmi les personnes les plus sceptiques et pragmatiques que l'on puisse rencontrer. Nous affrontons de nombreuses réalités sombres chaque jour et la plupart d'entre nous sommes trop analytiques pour croire aveuglément aux fantômes.
Mais cette nuit-là, tout le monde a senti que quelque chose n'allait pas et personne ne s'est porté volontaire pour réapprovisionner la chambre 35 pour le reste de la semaine. Je connaissais 2 personnes différentes qui ont travaillé dans le même hôpital, mais à environ 20 ans d'intervalle. Aucun d'eux ne s'est jamais rencontré, mais ce qu'ils ont vécu était exactement la même chose. L'hôpital était Edwin Shaw dans le comté de Summit, dans l'Ohio. À l'origine, il s'appelait le sanatorium du lac Springfield. À l'époque, il soignait des tuberculeux. Il y a même un cimetière sur le terrain pour ceux qui ne sont jamais repartis. Au moment où mes amis y travaillaient, il avait été transformé en hôpital de rééducation. Ils ont travaillé à la cuisine à des périodes différentes, sans se croiser ni se rencontrer. Mais tous les deux m'ont dit presque mot pour mot la même chose. Ils commencèrent à travailler tôt, vraiment très tôt, des heures avant l'arrivée de la plupart du personnel. L'hôpital était presque totalement silencieux à cette heure-là. Sauf que ce n'était pas le cas. Ils ont décrit avoir entendu de forts coups sur les tables de préparation en métal alors que personne d'autre n'était à proximité. Et pire encore, quelque chose frappait violemment sur les portes métalliques abaissées qui isolaient soit la zone de restauration. Ces portes sont lourdes. Ce n'était pas simplement des grincements de vieilles charnières, ça semblait intentionnel, comme si quelqu'un frappait pour qu'on le laisse entrer ou sortir. Ils inspectaient les lieux, croyant à une farce d'un collègue. Mais il n'y avait jamais personne. Pas même de traces de pas qui s'éloignent, juste le bruit, puis le silence. Ce n'était pas un cas unique non plus. Ces bruits survenaient régulièrement, aléatoirement. Toujours tôt le matin, toujours quand personne d'autre n'était censé être là. L'une d'elles approchait de la retraite lorsqu'elle m'a raconté ses expériences. L'autre était une amie avec qui je suis resté en lien. À nouveau 2 individus, 20 ans d'écart, sans aucun lien. Mais les détails étaient identiques. Sauf si le personnel de cuisine de l'hôpital a réussi à prolonger une farce durant des décennies, il n'y a aucune explication logique. L'hôpital a finalement fermé suite à des intrusions répétées d'explorateurs, poussant la ville à prendre cette décision. Ils ont fait démolir le bâtiment. Mais le cimetière est toujours là, et le terrain est régulièrement patrouillé. Interdiction d'entrée, plus maintenant. Je connaissais également une personne de l'entretien. Ils étaient affectés aux dépendances des bâtiments non modernisés contrairement à l'hôpital principal. L'un d'eux servait autrefois aux activités des patients, à l'époque où c'était encore un sanatorium, mais quand mon ami y travaillait, ce n'était plus qu'un entrepôt. J'y étais déjà entré 1 ou 2 fois. L'atmosphère y était pesante, l'air semblait stagner. Le personnel d'entretien rapportait sans cesse avoir vu des choses étranges. La sensation d'être observé, des objets qui bougent sans que personne ne les touche, de lourds bruits sourds comme si quelque chose tombait, des pas au loin, lents, délibérés. Mais quand ils allaient en vérifier, rien n'était déplacé. Cela aurait-il pu être un animal ? Bien sûr, mais l'attitude du personnel était toujours la même. Ignore ce que tu as entendu et passe à autre chose. C'était la règle non dite, mais tout le monde la suivait, quel que soit le service, quelle que soit l'année. Si quelque chose était là, ça ne voulait pas attirer l'attention, et nul n'osait lui en donner. Je suis infirmier depuis plus de 22 ans maintenant, et j'ai travaillé dans plusieurs établissements, surtout pendant la pandémie. Lors de mes débuts en intérim infirmier, j'ai été confronté à toute la palette de l'expérience humaine. Naissance, mort, joie, chagrin, guérison et souffrance. Les hôpitaux, ils sont chargés d'émotions. Si vous croyez au paranormal, vous comprendrez pourquoi ce sont des lieux si actifs pour l'inexpliqué. La plupart des hôpitaux où j'ai travaillé jusqu'à présent ont eu leur lot d'expériences étranges, des anomalies sur les vidéos de surveillance, des événements bizarres. Mais il y a un endroit en particulier. Un hôpital où j'ai travaillé pendant les 10 premières années de ma carrière était différent. Il baignait dans quelque chose de plus sombre, bien plus oppressant. Durant les 10 années que j'y ai passées, j'y ai vécu bien plus de choses que je ne l'aurais jamais voulu. Bien plus que ce que j'ai vu ailleurs. Les moniteurs cardiaques s'allumaient tout seuls dans des chambres vides. Les patients décrivaient un concilié des visions d'anges que de démons et, étrangement, souvent d'enfants. Une fois, j'ai vu une croix s'envoler du mur dans la chambre de l'un de mes patients. Un collègue et moi avons vu un chariot d'urgence se déplacer tout seul, ses roues tournaient ainsi, tournant lentement et délibérément, sans que personne ne le touche.
Il y avait tout un étage que le personnel évitait, affirmant qu'il était hanté. J'ai fini par y dormir une nuit pendant une tempête de neige. Après ça, j'ai compris pourquoi ils s'en tenaient éloignés. Mais ce n'était pas seulement à cause des fantômes, l'hôpital avait une certaine lourdeur. Comme si quelque chose d'ancien et de lourd s'accrochait au mur. Le bâtiment lui-même ne faisait que 12 étages, niché dans une ville moyenne du Midwest. Rien de tape à l'œil ou d'historique, simplement sombre. Et les gens, la violence ? C'était pire que partout où j'étais allé. 2 de mes collègues ont été poignardés au travail. J'ai été témoin des 2 incidents. Les patients étaient imprévisibles et agressifs d'une manière qui n'avait aucun sens, et j'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai été attaqué. Malgré les rumeurs, l'énergie était indéniable. Même la fin était sombre. Un employé s'est suicidé en sautant du 12e étage de la tour. Lorsque j'ai déménagé à plus de 3000 km, quelque chose a changé. Soudain, j'ai réalisé à quel point cet endroit avait été oppressant, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années inconsciemment. Je travaille désormais dans un cadre totalement différent, plus léger, calme et paisible. Je ne sais pas si cet hôpital était hanté au sens traditionnel, mais il y avait quelque chose de sombre, et je suis reconnaissant d'en être enfin éloigné. Le mois dernier, en février 2021, j'ai été hospitalisé à cause d'une infection dans mon poumon droit. C'était assez grave pour que, après 3 jours d'observation, les médecins me disent que j'avais besoin d'une opération pour retirer l'infection. Cela s'est passé un lundi. Je me rappelle à peine ce qui s'est passé après le début de l'injection de l'anesthésie par voie intraveineuse. J'étais dans la salle d'observation que je partageais avec un homme âgé, alité et frêle. Son souffle difficile brisait le silence. La porte se referma derrière le médecin, me laissant seul dans la pièce stérile et peu éclairée. Mon colocataire a brièvement fait une radio des poumons, et à ce moment-là, j'ai senti les murs se refermer sur moi. Je sentais l'anxiété ramper sous ma peau comme une vague lente et étouffante. Je n'étais pas croyant. Au fil des années, je me suis éloigné de la foi, même si j'ai grandi dans un mélange de traditions catholiques, baptistes, protestantes et luthériennes. Mais me sentant petit et vulnérable, j'ai murmuré une brève prière. Ce n'était pas pour quelque chose de précis, juste une supplication désespérée pour obtenir des conseils, pour que quelque chose m'aide à traverser cette intervention. Je me suis installé seul avec rien d'autre que mes pensées. Je me souviens avoir fixé le plafond, les yeux dans le vague, quand j'ai vu quelque chose bouger du coin de l'œil. Au début, j'ai cru à un jeu de lumière, mais non. De l'autre côté de mon lit, il y avait une silhouette de forme humaine, mais son apparence était étrangement déformée, floue, comme si quelque chose essayait trop fort de garder une forme humaine, mais n'y arrivait pas. Je ne pouvais pas distinguer son visage, juste le contour vague d'un être immobile, qui me regardait. Il ne parlait pas, et moi non plus. Ce n'était pas nécessaire. Il y avait une sensation écrasante de présence, de quelque chose d'irréel, de quelque chose d'ancien. C'était comme si son regard s'imprégnait en moi, versant une sorte d'énergie ou d'assurance jusque dans mes os. Ce moment s'est prolongé, l'air était lourd et oppressant. J'ai hoché la tête comme pour reconnaître cet échange silencieux, puis, aussi vite qu'il était apparu, il disparut et la pièce sembla plus vide, le silence m'oppressant plus qu'auparavant. Je ne me souviens pas m'être endormi, mais la chose suivante dont je me rappelle, c'est de m'être réveillé 2 jours après l'opération. Les médecins m'ont dit que tout s'était bien passé, mais je ne me souviens pas du tout d'avoir été emmené là-bas, pas un seul souvenir de la salle d'opération. C'est comme si la pensée s'était évanouie. Depuis ce moment, je suis hanté par ce que j'ai vu, ou par ce qui m'a rendu visite ce jour-là. Était-ce un esprit ? Était-ce une hallucination causée par la drogue, l'épuisement, la peur ? Ma famille dirait rapidement que c'était un ange gardien, une force divine essayant de me ramener à la foi. Mon père, avec son bagage scientifique, suggérerait que c'était mon esprit qui me jouait des tours sous l'effet de l'anesthésie. Mais je ne sais pas, c'était trop réel. Je n'en ai pas encore parlé à ma famille. Ils diraient donc que c'était un ange ou un signe de Dieu, mais si ce n'était pas le cas ? Et si c'était autre chose ?
Bien que je ne sois pas dans le médical, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital pendant une période. Je suis resté avec mon petit ami jour et nuit car il était très malade. Je dormais sur place, je mangeais là-bas, je faisais partie du bruit de fond. Une nuit, à 2h du matin, il a enfin eu faim après avoir à peine mangé pendant des jours. Comme je n'avais pas mangé non plus, j'ai proposé d'aller chercher à manger au distributeur du sous-sol. La cafétéria étant fermée depuis longtemps, je suis descendu. J'avais déjà visité des hôpitaux, mais cette fois, c'était différent. Marcher seul dans ces couloirs la nuit. C'était difficile à expliquer, mais ça semblait juste mauvais. Quand je suis entré dans l'ascenseur, j'ai immédiatement eu le sentiment que je n'étais pas seul. Personne n'était physiquement là, mais j'ai senti une présence. J'étais tellement troublé que j'ai commencé à enregistrer avec mon téléphone au cas où. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et j'ai entendu 2 personnes discuter. Mais dès que je suis sorti, les voix se sont arrêtées comme si on les avait coupées. Je ne voyais personne dans le couloir, il n'y avait aucune ombre et aucun mouvement. Rien. Je me suis dit que ce n'étaient que 2 infirmières qui passaient même s'il n'y avait nulle part où elles pouvaient aller sans que je les voie, et pourtant j'ai continué mon chemin. Les distributeurs étaient dans un espace ouvert, sans coin pour se cacher, sans couloir qui partait, juste un espace dégagé. C'est ce qui a rendu ce qui s'est passé ensuite si troublant. En prenant des snacks sur le queue, j'ai entendu les pas de quelqu'un d'autre, pas les miens. Et en fait, j'ai d'abord ressenti un certain soulagement. Cela signifiait la présence d'une autre personne. Mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais entendu l'ascenseur sonner. La seule façon était d'entrer ou de sortir. J'ai tenté de rationaliser, mais j'ai probablement échoué. Peut-être que j'étais inattentif. Quand même, j'ai pris mes affaires et j'ai commencé à revenir lentement. Il y avait quelque chose dans cet endroit qui me donnait l'impression que si je me retournais trop vite, quelqu'un serait juste là. Et effectivement, j'ai à nouveau entendu des pas juste derrière moi. Je me suis retourné d'un coup. Rien. Il n'y avait nulle part où aller pour qui que ce soit. Aucune pièce où se cacher. J'ai accéléré le pas. Près de l'ascenseur, j'ai encore entendu des voix. Douces, chuchotées et indistinctes. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elles disaient, mais elles étaient juste derrière moi. Je suis entré dans l'ascenseur et les portes de l'église se sont refermées, mais les voix ont continué. Je les entendais encore jusqu'à la réouverture des portes. Puis le silence. J'ai plus tard visionné la vidéo sur mon portable. Rien, pas de voix, juste moi. J'ai raconté l'histoire à une infirmière de l'étage mi-amusée. Son visage n'a pas changé. Elle a dit « Oui, ça arrive là-bas ». Des gens entendent des pas et des chuchotements. Certains sentent des mains sur leurs épaules et se font poursuivre. Puis elle est partie, me laissant à la fois effrayé et plus curieux que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Quand j'ai été 2 ans sans crise, j'ai dû passer un test appelé l'unité de surveillance de l'épilepsie. Cela signifiait 4 jours et nuits à l'hôpital où ils m'ont retiré mes médicaments et m'ont imposé une privation de sommeil pour essayer de provoquer une crise dans des conditions contrôlées. Mon père est resté avec moi tout le temps, au cas où. Bien sûr, j'avais un bouton d'appel pour l'infirmière en cas de problème. C'est là que les choses deviennent difficiles à expliquer. J'ai commencé à voir quelqu'un, pas physiquement, mais je savais qu'elle était là. Comme si je pouvais la sentir et d'une certaine façon la voir dans mon esprit. C'était une infirmière, une jeune. Elle portait un uniforme blanc à l'ancienne, un chemisier boutonné, une jupe et un de ces petits chapeaux blancs carrés avec une croix rouge. Je ne sais pas de quelle époque venait cet uniforme, peut-être du début ou du milieu des années 1900. Elle parlait peu mais venait me voir comme toute infirmière. Elle s'inquiétait de mon bien-être, mais une profonde tristesse l'habitait, et j'ai commencé à en comprendre la raison. Elle n'était pas là pour moi, pas au départ. Elle s'était occupée d'un garçon de 5 à 8 ans, un autre patient dans le passé. Elle n'avait pas pu le sauver, et je pouvais ressentir son regret et sa tristesse. Cette chambre ne lui appartenait pas parce qu'elle y était décédée, mais parce qu'elle y avait échoué, et cet échec l'accompagnait. Puis 2h du matin. J'ai eu une crise et la chose suivante dont je me souviens, c'est que j'en sortais.
Mon père me tenait dans ses bras, une infirmière m'avait mis un masque à oxygène. Quand elle a quitté la chambre, mon père m'a dit quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre. Mon cœur s'était arrêté. J'ai fait un arrêt cardiaque. Il avait pressé le bouton d'appel infirmier à plusieurs reprises, implorant de l'aide. Il croyait que j'étais parti, mais non. Après cette nuit-là, l'infirmière fantomatique n'est jamais revenue. Je ne l'ai plus jamais ressentie. Je pense qu'elle a peut-être enfin trouvé la paix. Elle n'a pas pu sauver ce petit garçon jadis, mais elle m'a sauvé. Je pense que c'était suffisant pour qu'il se repose. Je veux être clair sur un point. Je suis un sceptique, je l'ai toujours été. Ma vision du monde a toujours été fortement orientée vers la cause et l'effet matériel, la science, la logique. Mais il s'est passé quelque chose à l'été 2022 qui a complètement ébranlé cette croyance. Tout a commencé par l'ennui, juste un groupe d'adolescents en quête de sensations fortes. Nous étions 5, 3 garçons et 2 filles, moi inclus. Nous avons exploré un asile psychiatrique abandonné de longue date. Je ne dirai pas lequel. Dès le début, la nuit était étrange. Pleine lune, des éclairs dans le ciel, mais pas de tonnerre. Un épais brouillard pressait contre le pare-brise comme un souffle sur du verre. La route menant à l'asile était couverte de grenouilles, des dizaines d'entre elles. Malgré l'avertissement, nous avons continué. Nous sommes arrivés sur place à 1h du matin, avons escaladé la clôture, nous sommes faufilés par une entrée brisée dans l'un des anciens bâtiments des patients, et presque immédiatement, quelque chose a changé. En quelques minutes, les 3 gars, grands et sûrs d'eux, ont commencé à dire qu'ils se sentaient assez mal à l'aise. Ils avaient l'air vraiment perturbés. Ni moi ni l'autre fille, Zoé, n'avons ressenti quoi que ce soit de semblable. En fait, nous nous sentions calmes. Même, on se sentait comme sous sédatif. Comme si tout l'endroit était enveloppé d'une sorte de paix étrange. Les gars sont partis, mais Zoé et moi avons continué. 20 minutes après, nous les avons retrouvés qui attendaient en dehors, près du parking. Ils sont partis vite. On a commencé à les taquiner à ce sujet en plaisantant. Le petit ami de Zoé, qui venait du coin, jurait qu'il pouvait parler aux esprits et a commencé à parler de l'énergie du lieu. Je lui ai dit que j'étais déjà venu ici et que je n'avais jamais rien vu. C'est à ce moment que Zoé a sorti un objet de son sac. Une planche Ouija. Au début, rien ne s'est passé, mais elle et son petit ami ont essayé de poser des questions, mais la planchette bougeait à peine. Je me suis dit que ce n'était qu'un gadget. J'allais partir quand Zoé m'a demandé de m'asseoir avec eux. Elle a dit qu'il me répondrait. Le garçon est intervenu et a dit qu'il ne parlerait qu'aux filles. Alors je me suis assis. Au début, nous avons posé des questions fermées, et ça a bougé. Je ne le touchais pas. Zoé ne souriait pas et ne plaisantait pas. Son expression était vide, concentrée, et c'est à ce moment-là que la planche a vraiment commencé à répondre. Nous avons demandé quand la chose était morte, et elle nous a donné une année. Nous lui avons demandé l'année de son admission, mais elle en a donné une autre. Elle a donné des mots complets, de courtes phrases, toutes cohérentes. C'était troublant, mais ça ne semblait pas menaçant, jusqu'à ce que nous lui demandions son nom. La planchette s'est mise à glisser vivement sur les lettres. C, R, Z, T et d'autres combinaisons aléatoires qui ne formaient de rien de lisible. Nous avons demandé le genre. Aucune réponse. L'énergie s'est dissipée et la planche est devenue inanimée. Nous l'avons rangée, puis sommes retournés à la voiture. Mais je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose clochait vraiment. Sur le chemin du retour, assis sur la banquette arrière, je me suis penché en avant, les mains en l'air. Je me sentais vide comme si quelque chose en moi avait été arraché et remplacé par du plomb. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, et en quelques mois, tout a commencé à s'effondrer. Mon année de terminale a été un cauchemar. L'année précédente, j'étais nageur régional, et soudain j'avais du mal à finir l'entraînement. J'avais mal aux articulations, je tombais tout le temps malade, je faisais des crises de panique, j'avais des pertes de connaissances, et ma santé physique a commencé à se détériorer, comme tout le reste. J'ai commencé à boire, d'abord seulement en soirée, puis au travail, puis à l'école, diéthylamide de l'acide lysergique, 3,4-méthylène, dioxy-N-méthylamphétamine, ce qui avait commencé par curiosité est vite devenu une dépendance.
ma santé mentale a touché le fond. Je souffrais d'insomnie, de paranoïa, j'entendais des voix et je me sentais constamment jugé et observé. J'ai commencé à échouer à l'école, j'ai arrêté de postuler dans les universités et ça m'était égal. Je me suis éloigné de mes amis et de ma mère. J'étais tout le temps en colère, cruelle, et je me fichais de qui je blessais. En mai 2023, j'avais tout perdu et je n'obtiendrais pas mon diplôme. J'étais en souffrance tout le temps, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Et puis, j'ai essayé d'en finir. J'ai fait une overdose. J'ai survécu. J'ai été interné et traité, obtenant de justesse mon diplôme. J'ai commencé un collège communautaire et les choses se sont stabilisées. Mais l'obscurité n'est jamais vraiment partie. Certains évoqueraient un traumatisme, une addiction ou une maladie mentale. Mais j'ai fait la thérapie, pris les médicaments, changé de mode de vie, changé de ville, tout changé. Et ça me poursuit toujours. Une partie de moi croit que la nuit à l'asile a marqué un tournant, pas seulement dans ma tête, mais dans ma vie. Comme si quelque chose s'était agrippé à moi là-bas. Ou l'esprit anonyme qui a refusé de se nommer. Mais quelque chose s'est rentré avec moi. Et je suis presque sûr qu'il est toujours là. Je n'ai eu qu'une seule petite rencontre surnaturelle en travaillant sur place à l'hôpital, mais elle m'étonne de rester. Il y avait toujours une présence qui rôdait autour de la pharmacie, quelque chose ou quelqu'un qui passait toujours par là. La majorité ne le ressentait pas, et rien de vraiment dramatique n'est survenu. C'était subtil comme un étrange frisson qui vous traversait pendant une fraction de seconde avant de disparaître, ou une ombre dans le coin de l'œil qui s'évanouissait dès qu'on tournait la tête pour regarder. Mais c'était suffisant pour vous donner la chair de poule. La rencontre la plus mémorable, cependant, a eu lieu lorsque je préparais des poches de perfusion sous la hotte. C'était avant qu'il y ait des salles blanches dédiées, donc l'espace n'était qu'une grande zone ouverte, la hotte étant le seul véritable endroit propre. Derrière moi, il y avait une table en acier, trop proche pour être à l'aise. Si quelqu'un voulait passer derrière moi discrètement, il aurait dû me frôler ou heurter la table. Mais ce n'était pas un problème, du moins c'est ce que je pensais. J'étais seul dans la pièce immobile. Alors que je me concentrais sur ce que je faisais, en préparant une très grande seringue, j'ai soudain senti un courant d'air froid descendre le long de mon dos, suivi de la sensation indéniable que quelqu'un me frôlait. Mon cœur a raté un battement. La table derrière moi a bougé comme si quelqu'un venait de se faufiler dans l'étroit espace entre elle et moi. Je me suis figé, agrippant fermement la seringue. Je savais que j'étais seul en entrant dans la pièce et je me suis retourné rapidement pour vérifier à nouveau. Mais il n'y avait rien, pas une âme en vue, personne derrière moi, personne près de la porte. L'espace était immobile. J'aurais dû sentir un courant d'air ou entendre des pas, mais rien. Mon pouce s'est accéléré. Est-ce que j'étais en train de l'imaginer ? J'ai jeté un dernier regard derrière moi pour m'assurer. Puis ce sentiment, le poids de la présence qui m'avait effleuré. J'ai parlé fort, mi-blaguant, mi-nerveux. Ça ne me gêne pas que tu sois présent ou que tu observes, mais évite de me bousculer quand je manipule une aiguille. Je frissonnais après avoir fini de parler. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que l'air autour de moi était plus dense et pesant. Une présence semblait rôder, juste hors de vue. Mais rien d'autre ne se produisit. La sensation de froid disparut aussi vite qu'elle était devenue, et la pièce retrouva son calme habituel. Je n'ai pourtant ressenti ni soulagement soudain, ni précipitation. Je suis juste retourné à mes activités. Mais la sensation que quelque chose d'invisible planait encore tout près de moi ne m'a pas vraiment quitté. Je n'ai jamais parlé de cette rencontre à personne, mais parfois quand je travaillais tard, seul, dans la même zone, je ressentais à nouveau cette présence. Cette présence froide et fugace, comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait discrètement, juste hors de vue, attendant simplement qu'un moment passe. Salut à tous, c'est Mort. Merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié notre voyage de ce soir à l'hôpital. Pour ma part, oui. Les histoires d'hôpital sont honnêtement parmi celles que j'adore raconter, mais qui me font le plus peur, probablement parce que à chaque fois je les évalue. Je me sens souvent coupable après avoir mangé certaines choses en me disant que je n'aurais pas dû. Peut-être que vous ressentez la même chose.
À chaque fois que je rentre dans un hôpital, je me dis « Oh mec, pourquoi je fais de mauvais choix dans la vie ?» Bref, j'espère vraiment que je ne finirai pas à l'hôpital dans un avenir proche. Et que vous non plus, vous n'y finissiez pas. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la semaine paranormale. Si c'est le cas, laissez un petit mot en bas, ça me fait toujours plaisir de le lire, et on aura une autre semaine spéciale au début du mois de mai. On n'a probablement pas encore vraiment décidé ce qu'on fera. Si on le fait, sachez que vos avis comptent toujours si vous les laissez. Pour voir votre nom à la fin et profiter davantage, restez jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur Patreon ou sur la page des membres ici sur YouTube. Je vais y aller maintenant pour que vous puissiez passer à autre chose. Restez génial, à la prochaine. Bonne nuit.